Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon équipier Guillaume. Toujours là. Pour le chapitre 37, soit le 5e chapitre de Bran. Donc c'est parti Guillaume, je te laisse faire le résumé. Ok. Donc, chapitre concernant Bran. Parti chasser avec Robb et Theon dans le bois au loup à dos de cheval, grâce à la selle fabriquée d'après les plans de Tyrion. Donc, Bran apprend la mort de Jory Castle et le coma dans lequel se trouve son père. Et quelques temps plus tard, Bran est laissé seul le temps que Robb retrouve les loups et finit par tomber nez à nez avec 6 agresseurs armés. Robb, accompagné d'Été et de Vangry, vient défendre son frère, mais un des hommes finit par prendre Bran en otage, et alors que Robb s'apprête à abandonner le combat, une flèche de Theon atteint l'agresseur en plein cœur. Les agresseurs étaient des déserteurs de la garde de nuit. Une survivante néanmoins, nommée Osha, est une sauvageonne et implore le pardon. Elle sera gardée prisonnière à Winterfell, sa vie dépendant des informations qu'elle pourra apporter. Ok, donc c'est parti pour ce chapitre. Il débute par la première sortie à cheval de Bran depuis son accident. Entre guillemets. Il a avec lui la selle dont Tyrion avait dessiné le plan. On se rappelle que Tyrion lui avait conseillé de prendre un poulain neuf de manière à ce qu'il n'ait pas de dressage à oublier. Bran l'avait baptisée danseuse, spécialement dressée pour répondre aux reines, à la voix et à la caresse. Bran sortait avec son frère, Robb, les deux loups, Été et Vangry, Theon Greyjoy, la pupille de Ned Stark, 4 gardes, ainsi que Josette, le palefrenier, promu maître d'écurie par Robb en l'absence de Hulen. C'est vrai que Hulen, dans les appendices, on sait que c'est le grand écuyer. Mais du coup, en fait, alors je sais pas trop si c'est le palefrenier, le grand écuyer, c'est un peu, je pense que ça se regroupe un peu, tu vois. Ouais. Ou soit peut-être une erreur de trad, on sait pas. Mais bon. Et du coup, est-ce que tu te rappelles qui est le fils de Hulen? Non. Il s'appelle Arwyn. Il est à Port-Réal, en fait. Hein. D'accord. Il a C'est un des gardes? Ou peut-être que c'est un des gardes, Arwyn, non? T'as raison. J'espère qu'il est pas mort dans l'eau. Oui, c'est ça. Son fils Arwyn dans les gardes, ouais. Il est pas mort Non, il fait pas... Non, c'est Hayward, Will et Jory Castle qui sont là. Ok. Moi, j'ai confondu avec Hayward. En dernier venait Maestre Lewin. Bran voulait partir seul à seul avec son frère, mais Alice Mullen... Alors, il est surnommé Almolen. Enfin, il est pas surnommé, il est nommé Almolen dans le chapitre, donc faut se rappeler que c'est lui, hein. S'y était opposé. Donc, on se rappelle que, justement, comme Jory Castle était parti à Port-Réal avec Ned Stark et que c'était lui, le capitaine des gardes, non? C'est Robb qui avait promu Alice Mullen en tant que capitaine des gardes de Winterfell. Ouais. Et donc ce Alice Mullen s'était opposé à ce que Robb et Bran partent seuls, de peur que personne ne soit là en cas d'accident. C'est vrai que c'est assez drôle ça, parce que en fait quand on compare la série, je sais plus à combien ils partent, mais en tout cas ils partent pas aussi nombreux, et ils partent sans garde je crois. Ah oui. Et ça c'est vraiment une erreur je trouve, parce que tu vas jamais laisser le suzerain légitime de Winterfell, Robb Stark, ainsi que son petit frère, partir seul à seul dans la forêt quoi. Ouais, c'est enfin... alors dans la série il part qu'avec Theon Greyjoy, mais tu vas jamais laisser partir que tous les trois. Ouais, c'est le genre de détail où tu pressens quand même un petit manque de cohérence. Après bon, c'est écrire des personnages c'est facile sur des livres, mais payer des acteurs c'est autre chose. Hein. Ah non, c'est ça. Mais ouais non, c'est un petit détail que tu peux noter en disant enfin dans la série il y a des trucs comme ça que tu dis, mais c'est pas cohérent avec l'univers quoi. Ils sortent par la place du marché, au-delà des portes de Winterfell, et passent par le village, au-delà de la forteresse, qui est peu remplie à présent, mais plus le froid s'aggraverait, plus les hommes reviendraient des terres agricoles et rempliraient le village. L'hiver venait. Et pareil, c'est différence avec la série, on a déjà parlé, mais tu sens que Winterfell, ils ont pas mis des moyens dedans, quoi. Ouais. En fait,
j'abusais un peu en disant que ça ressemblait à une ferme, et la plupart des plans, ça ressemble à une ferme, mais de loin, ça ressemble juste à un château, pas à une ville. Ouais. J'ai vu là, dans la saison 5, 6, tu vois des plans de loin de Winterfell, dire un château, quoi. Ouais. Pas une ville. Mais c'est pas une ville, ouais. Non, mais Winterfell, ouais, tout, il y a beaucoup de gens qui y habitent, que ce soit à l'intérieur de la forteresse ou aux alentours, ouais. Ouais. Les villageois reconnaissaient les Stark, par leurs 2 loups-garous avec lesquels ils s'étaient familiarisés et plièrent leurs genoux devant eux. Donc, on sent que les Stark de Winterfell sont assez aimés. Et que les loups-garous, qui sont bien sûr leur emblème, mais que les loups-garous qu'ils ont récupérés lors de l'exécution du déserteur de la garde de nuit, pendant le premier chapitre de Bran. Ils font partie du paysage maintenant. Ouais. C'est un peu les mascottes de la ville. Les mascottes, oui. On sent que c'est pas des mascottes, des mascottes chaleureuses. Sion, en reconnaissant une fille d'auberge, parle avec Robb de ses aventures avec elle, mais le jeune seigneur le coupe directement. Pas devant Bran, sans d'inutile. Des yeux de Bran, Robb semblait apprécier la compagnie de Sion, mais lui ne l'appréciait guère. Accélérant le rythme, Bran apprécie pleinement le fait de monter avec sa nouvelle selle. Côte à côte, les 2 frères évoquent le fait que leur loup avait un comportement inhabituel la nuit précédente. Robb avance même le fait qu'il ressentait ou pressentait des choses. Donc ça, on le savait aussi, qu'il ressentait... Bon, on savait. En sens, c'est dit entre les lignes, en filigrane, lorsque... je crois que c'est Bran qui monte à la tour quand il surprend Cersei et Jaime. Par contre, les pressentiments, ça, on n'avait pas... et on n'a toujours pas de note, parce que ils ont jamais... je peux me corriger si je me trompe, Guillaume, mais pressenti des choses. Ah si, bah si. Alors, chute, quand même, peut-être c'est un pressentiment, ouais. Le fait que était écrit pendant que Bran escaladait. Ouais. Mais je sais pas si c'était un pressentiment ou un ressentiment parce qu'il savait qu'ils étaient en haut, parce qu'il ressentait que les Lannister étaient en haut de la tour, tu vois. Un pressentiment, c'est vraiment dire, tu vois, mais ça m'étonnerait qu'il ait flairé la présence, tu vois, c'est juste il a senti quelque chose, ouais, mais ça serait un ressenti. Plus qu'un pressenti. Mais si, il a pressenti, il savait que ça allait mal finir. Oh, ça c'est un ressenti, parce qu'il savait, tu vois, c'est la limite, elle est floue quand même. Et si tu pressens, tu ressens. Ouais, forcément. Mais bon, en tout cas, les loups ont un lien spécial avec les Stark, et même, tu sens que, ouais, ils ont quelque chose de mystique en vérité. Ouais, on l'avait déjà dit, ça, mystique. C'était le terme. Et surtout que, bon, le comportement inhabituel qu'ils ont, là, sûrement, ça peut être par rapport à ce qui est arrivé à Ned, en fait. Parce qu'on sait qu'ils sont déjà au courant, qu'ils ont ressenti ça la nuit précédente. Bon, du coup, si ils ont déjà reçu on va l'évoquer plus tard, mais s'ils ont déjà reçu un courrier les avertissant que Ned a été blessé, ça s'est passé au-delà de la nuit précédente, on suppose, parce que à moins que je crois que c'est des corbeaux ou oui, je crois que c'est des corbeaux qui font comment dire, qui ont le rôle de messagers. Ouais, de pigeons voyageurs. Ouais. Donc, à moins que justement ces corbeaux ne fassent le voyage en une journée de Port-Réal à Winterfell, ou même plus qu'une journée, parce que du coup, si c'est la nuit précédente, ça serait... Voilà. Mais du coup, bon, en fait, au ressenti de la lecture, on pourrait sentir que c'est par rapport à ce qui arrive à Ned. D'ailleurs, les pigeons, j'ai longtemps essayé de comprendre comment ils pouvaient savoir où aller. C'est une galère, Ouais. En fait, faut les éduquer, faut les éduquer. Et carrément, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas les garder trop longtemps dans la volière. Ça s'appelle comme ça? Ouais. Tu peux pas les garder trop longtemps dans la volière, sinon ils vont oublier d'où ils viennent. Donc t'es obligé des fois de les renvoyer, refaire le trajet, les envoyer refaire le trajet et de les récupérer. Bon, ça a l'air d'être une galère, ce truc. Putain. Donc alors sûrement que ces loups ont ressenti ce qui est arrivé à Ned, quoi. Supposément. En tout cas, Robb, tout en s'inquiétant de l'âge de Bran, évoque avec lui le contenu des lettres qu'il a reçues. Premièrement, le Lord Commandant confirmait la disparition de Benjen Stark.
C'est pas mal de temps que Benjen il a disparu quand même là, et ça commence à devenir inquiétant. Hein. Parce que bon, ok, il a disparu une fois, 2 fois, là ça doit faire la 5e fois qu'on nous le dit. Oui, bon, il a disparu, maintenant faudrait peut-être le retrouver quoi. Catelyn, leur mère, les avertissait qu'elle avait capturé Tyrion. Donc bon, on a l'impression qu'un peu maintenant tout le royaume est au courant quoi. Ça fait un peu le tour des 7 couronnes, sûrement que ça a dû arriver par des messagers dans les autres. Donc là, tout le monde est au courant que les Stark ont enlevé un des Lannister. Et surtout, le supposé héritier de Casterly Rock, hein, parce qu'on le rappelle, Tywin Lannister, le sire actuel de Casterly Rock, a 2 fils. Enfin, il a 3 enfants. La première qui est née, c'est Cersei, qui est la jumelle de Jaime, donc le deuxième est né, mais Jaime fait partie de la garde royale, donc il a renoncé à tous ses droits sur ses titres, et le 3e enfant de Tywin, c'est Tyrion. Donc Tyrion, ça serait l'héritier de Casterly Rock. Donc bon là, voilà, c'est pour ça que justement, quand il a eu cette information, Robb s'est enfermé avec Sion et Alice Mullen, et a dépêché des ordres aux 4 camps du Nord. Parce que bon, là il se préparait à une guerre quoi. Parce que on avait déjà dit que l'acte de Catelyn c'était une déclaration de guerre en vérité. Ouais, c'est la merde. Bran avait même entendu le nom de Maud Cailin. Donc on a enfin des informations sur. Bon, au moins ils ont bien reçu le message. Lourd. Ouais, voilà. Là, voilà. C'est vrai que les renforcements vont arriver à Maud Cailin. En tout cas, on espère. Hein. Mais c'est vrai que depuis que Ned j'ai un peu peur là. Je me demande est-ce que 200 archers ça va suffire. C'est vrai. Donc on apprend que Maud Cailin c'est l'antique forteresse. T'arrives pas, tu reviens tout le temps. Maud Cailin, pardon. C'est l'antique forteresse en ruine édifiée par les premiers hommes dans le Neck. Ok. Donc le Neck, on le rappelle, hein, c'est une sorte de marécage qui sépare le nord et le sud de Westeros. Ouais. Bran avait de la sympathie pour le lutin, mais le nom Lannister lui faisait froid dans le dos. Il sentait qu'il avait quelque chose à voir avec eux, mais lorsqu'il y pensait, un vertige le prenait. Donc on savait déjà que Bran ressentait des choses par rapport à Lannister, c'est-à-dire que quand il repense à sa chute, je crois que c'est dit qu'il y a un éclat doré qui lui revenait, quelque chose comme ça. Ouais. Et pareil, en entendant le nom Lannister, bon, c'est ce qu'il nous dit, hein, il y a un vertige qu'il prend, donc t'as l'impression que dans son rêve, quand la corneille à 3 yeux, en fait, il l'a picoré au moment où il repensait à sa chute, au moment où il repensait à Jaime, en fait, t'as l'impression que ça lui a fait oublier qui était son agresseur. Pas totalement, mais maintenant il arrive plus à... Moi j'ai l'impression... moi je croyais qu'il lui picorait le front pour lui ouvrir un 3e œil, moi, mais... Ah, peut-être que c'est un peu... Je sais pas, peut-être t'as raison, hein. Moi j'ai l'impression que c'était ça, genre... picore là pour lui ouvrir le 3e œil. Parce que je sais quand il dit « oublie ça », c'est pas... c'est plus important, quoi, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, à ce moment-là, en tout cas, ça lui a bloqué l'accès à ses souvenirs aux souvenirs de sa chute. Après, est-ce qu'il va s'en rappeler Après, c'est peut-être juste un traumatisme crânien. C'est pas faux. Mais s'il s'en rappelle, ça serait avantageux parce qu'au moins il y aurait une raison d'enlever Tyrion, je sais pas trop, mais en tout cas, si, parce que ça pourrait servir comme otage pour le fait que Jaime Lannister réponde de ses crimes. Ouais. Bon, après, il faut des preuves, hein. Ah ouais, la preuve c'est vrai que ils étaient seuls et Jaime et Cersei ils auraient juste à démentir, point. Mais je pense que Catelyn et Ned croiraient leur fils. Et puis ça semblerait logique en fait. Pour eux et tout, ils se diraient oui, ça serait pour ça qu'on essaye d'assassiner Bran par la suite. Ouais. Et puis bon, savoir que Jaime et Cersei couchent ensemble, ça fait avancer les choses, hein. Mais ça, je suis pas sûr que Bran l'ait compris. Parce que Bran oui, genre elle lui fait en mode il lui fait des guilis genre. Ouais, tu vois, parce que lui il l'a pas compris en fait, il les a pas vus en vérité. Il les a entendus, mais il a entendu que des bruits, je crois, soit c'était des bruits de chair qui claquaient ou quelque chose comme ça, mais il a pas compris en vérité. Alors peut-être que comme grandissant il pourra comprendre ce qu'il a vu, mais là maintenant je suis pas sûr qu'ils se disent ah oui les deux ils couchent ensemble. Ouais. Alors que dans la série, ça porte moins à confusion, quoi. Genre, c'est assez clair. Ce qui se passe à l'écran, c'est assez clair. Il y a pas de guilis, c'est pas des guilis, hein. Mais le dernier message est le plus terrible. Il venait de Aline, l'un des gardes. Jorah Cassel était mort, ainsi que Hayward et Will. Tués par le régicide Jaime Lannister.
Donc bon, Jamie il cause bien des problèmes au Stark, hein. Il cause bien des problèmes. Moi, ce qui m'a fumé, c'est dans le texte, ils disent ouais, Jory Cassel est mort. Et après, t'as Rob, il fait non mais il y a pire. Papa s'est cassé la jambe. Là, j'étais là en mode wesh, wesh. Non, en plus c'est dans le sens où leur père est dans le coma. Oui, mais... dans le coma. Mais bon, c'était dit un peu genre en mode non mais Jory c'est rien. Papa il s'est cassé la jambe. Ah bah. Je suis sûr que la jambe de Ned Stark, je pense qu'elle a plus d'importance que la vie de Jory Cassel. Hein. Mais bon. Et pire, oui, Eddard Stark n'avait toujours pas repris connaissance en plus de sa jambe brisée. Theon conseillait à Robb de convoquer le ban, leurs armées, mais il n'appartenait qu'au suzerain de le faire et Ned Stark n'était pas encore mort sans porte à Bran. Luwin s'approchant, on apprend qu'il est plus réservé que Theon sur cette affaire, et Robb, en tout cas, se dit magnanime et déclare écouter tous les avis. Donc Theon, enfin je dis Theon, je vais dire Théon maintenant parce que bon c'est un peu chiant de dire Theon, mais Théon il a un peu un comportement belliqueux de ce qu'on comprend, ouais. Ou même plus que belliqueux, en fait plutôt irréfléchi. Oui, il a l'air assez immature, assez rentre dedans. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire en fait que j'ai oublié d'en parler, mais quand il parle de ses aventures à Robb là, faut oublier que Robb, enfin Théon pardon en vérité il a 19 ans et que Robb il a 14-15 ans, quelque chose comme ça. Donc genre je sais pas. Après peut-être que je le vois avec la société actuelle où je vois Théon comme étant quelqu'un de majeur et puis même 19 ans, 15 ans, il y a quand même une différence, il y a quand même une différence d'âge d'écart quoi. Mais ça va sembler assez chelou sur le coup. Ouais, et tu m'as dit que même la majorité à Westeros c'est des 16. Ouais. Bah bon après c'est pas pour autant que les jeunes couchaient pas, tu vois, comme nous maintenant, mais c'est plus dans le fait que, je sais pas, il y a quand même un certain âge d'écart entre les deux. Oui, Théon, il a l'air un peu plus porté sur le sexe, quoi. Mais donc tu disais, ouais, il réfléchit, mature en déclarant que Robb devait convoquer le ban. Et Maester Luwin... Il a pas totalement tort, hein, mais je pense qu'il réfléchit pas genre dans le sens conséquence, tu vois, conséquence des actes. C'est plus genre en mode non, bah, c'est simpliste, quoi. Il y a une différence entre préparer ses armées et convoquer le ban. C'est-à-dire que Ned, il a juste dit de renforcer les points stratégiques du Nord. Mais convoquer le ban, c'est-à-dire partir en guerre, quoi. Ouais. Donc, comme tu dis que la plupart je suis d'accord. Mais pas complètement tard, ça veut dire juste renforcer les armées. Ouais, surtout ça, se préparer à la guerre, quoi. Et Maester Luwin, qui est un maître, hein, donc une figure d'autorité, lui, il a l'air un peu plus réservé. Se baladant dans le bois au loup, Bran et Robb arrivent au niveau d'une rivière où ils se remémorent un jour où Jory Cassel les avait emmenés, ainsi que Jon pêchait la truite. Les deux frères s'inquiètent pour lui et se demandent s'ils vont un jour le revoir. Soudain, ils entendent les loups-garous hurler et Robb se rend précipitamment à leur recherche, se disant qu'ils ont attrapé une proie. Bran se retrouve donc seul quand soudain, 6 étrangers le surprirent. Bran, en les étudiant, se rend vite compte que certains de leurs habits sont noirs. Des déserteurs de la garde de nuit s'inquiètent-ils. Ces étrangers étaient là pour le voler, ils demandaient son épingle et son manteau, mais ils se rendent vite compte que Bran est paralysé. Et c'est là que Bran il fait preuve de sa stupidité, quand il se présente à eux comme étant Brandon Stark de Winterfell dans le but de les intimider. Stupide, il est jeune, hein, c'est pas de la stupidité, c'est de la naïveté. Enfin, ouais, stupidité. Ouais. Bran, il a on voit dans sa vie, non, mais il est intelligent. Dans le sens, tu vois tu vois que Bran, il était justement contre le fait que Robb convoque le ban. Donc, il a une certaine preuve d'intelligence, en vérité, hein. Oui. Mais là, pour moi, c'est plus que de la naïveté, c'est de la stupidité, franchement. Le plan de certains était de prendre Bran, comme otage, justement après cette révélation, afin de le livrer à Mance Rayder, le roi de l'au-delà du mur, car il paierait cher pour le sang de Benjen Stark. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas évoqué le nom de Mance Rayder. On savait déjà que c'était le roi de l'au-delà du mur, hein. Donc celui qui dirige les sauvageons. On voit que Benjen Stark, il est bien connu des sauvageons, visiblement. Ouais, qui leur a posé quelques problèmes. Mais donc après, on sait pas trop, enfin, on sait à la fin qu'il y en a certains qui sont membres de la garde de nuit, des déserteurs, et d'autres qui sont des sauvageons, quoi. Mais ils ont l'air de s'être alliés
Pour quelle raison? La raison, on la comprend en filigrane, c'est que ce serait à cause des marchands blancs. On verra ça plus tard. Et justement, en fait, on verra ça maintenant plutôt, parce que c'est dans mes notes. Et justement, d'autres refusent de prendre Bran comme otage, car les marcheurs blancs s'en foutent bien du sang de Benjen Stark. Donc on comprend que ces 6 personnes, ils sont alliés pour fuir les marcheurs blancs, semble-t-il. Donc eux aussi, ils sont au courant de leur existence et ils les ont vus. Et du coup, ça, alors comment dire, ça informe le fait que ces marcheurs blancs, dont nous on a juste une connaissance par rapport au prélude et par rapport à la longue nuit, donc l'histoire qu'a racontée Yennefer Bran, sont de plus en plus actifs à Westeros et que ils sont de plus en plus connaître en tout cas. Ouais. Donc t'as l'impression que au-delà du mur là, ça commence à se faire savoir que les marcheurs blancs se réactivent en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose en fait ça paraît tellement éloigné les marcheurs blancs parce que depuis le prélude en vérité on n'a pas eu de menace d'eux quoi. Non, on les a pas revus, mais bon. On savait déjà que, je crois qu'on commençait à comprendre que ça désertait de plus en plus à la garde de nuit. Que, on doit, qu'est-ce qu'il disait, c'était pas genre Malister qui disait qu'il avait vu des sauvageons essayer de... Ouais, des mouvements au niveau des montagnes. Ouais, des mouvements au niveau des montagnes. En gros, ça se mobilise, quoi. Mais bon, après, tu me diras, on est qu'au milieu du premier tome, donc bon, c'est pas tellement grave qu'on les ait pas revus depuis. Mais c'est vrai qu'en fait, on avait tellement d'informations par rapport depuis qu'on a commencé que les marcheurs blancs, c'est un peu quelque chose qui est passé au 5e ou 6e rang des préoccupations, quoi. Ouais, alors que c'est probablement ce qui est le plus inquiétant. Ah, Westeros, ouais. Ouais. Les marcheurs blancs ou une armée de 40 000 Dothraki, je sais pas trop, hein, mais... Bah, le truc, c'est les marcheurs blancs, c'est qu'ils peuvent réussir à réanimer les morts, quoi. Ouais. Bah, plus ils prennent, enfin, genre, ils peuvent, enfin, leur armée, elle a un potentiel, infini, quoi. Ouais. La menace, elle a un potentiel infini. C'est vrai qu'à la garde de nuit, ils ont pas fait, de mes souvenirs, mention des marcheurs blancs. Mais pourtant, là, les déserteurs, ils en ont enfin, après, qu'est-ce que c'est des déserteurs, justement, qui sont allés au-delà du mur, qui les ont vus et qui ont fui par rapport à ça. Mais t'as l'impression qu'ils reviennent jamais à la garde de nuit pour dire, ah bon, on a vu des marcheurs blancs, là. Ouais. Faudrait peut-être, bon. Pour capturer Bran, ces étrangers coupèrent les sangles de Bran. Pardon. Pour capturer Bran, ces étrangers coupèrent ses sangles, en taillant au passage profondément sa chair. Mais Bran ne sentit rien, même avec une plaie si profonde. Il est complètement, en plus d'être paralysé, en plus, il a perdu la connexion avec ses nerfs, quoi. Ouais. Robb apparaît soudain, accompagné de Été et Vengré. On apprend enfin quelques informations sur la différence entre les loups et les loups-garous. Là, bon, si vous avez le chapitre, vous les connaissez, vous les avez lus, mais en résumé, ils sont plus gros, beaucoup plus grands, beaucoup plus gros, et beaucoup plus féroces. Ouais, voilà. Une bataille s'engagea alors entre les deux camps, mais une bataille pas très serrée. Les loups firent un carnage, Robb se défendait bien, et à la fin, il ne restait qu'un seul assaillant, du nom de Steve, qui choisit de prendre Bran comme otage. Une autre était encore en vie, du nom de Osha, rejoignant son camarade malgré la blessure que lui avait infligée Robb. D'ailleurs, le jeune seigneur était resté immobile depuis qu'on avait pris en otage son frère. Une flèche vint tout à coup percer la poitrine de Steve, il s'écoulera très rapidement. Osha n'en demanda pas plus, implorant grâce auprès de Robb. À l'arrivée des gardes, Robb ne tenait plus et s'énerva gracieusement sur eux. Où était-il? Comment avait-il pu laisser sans protection son frère et lui? Mais c'est surtout sur Théon qu'il s'énerva le plus. Il aurait tout simplement pu blesser Steve, ou pire, blesser ou tuer Bran. De plus, Robb apprend que c'est à cause de Théon que les gardes s'étaient absentés. Donc, ouais, on va dire. T'as dit, il aurait pu blesser Steve, on s'en bat les couilles qu'il blesse Steve. Il aurait pu rater Steve, tu veux dire. Ou même le blesser, tout simplement. S'il l'avait blessé à la main, par exemple. Ah, seulement blessé? Ouais. Ouais. Mais je crois qu'il disait surtout, il aurait pu... Ouais, le rater aussi, hein. Non, mais il aurait pu avoir une côte de maille... Ouais. Et... Il aurait pu porter une côte de maille et en fait, il ne rien lui infliger, quoi. Ouais. Je trouve que c'était un peu con, ce qu'il a fait Théon, quand on y réfléchit. Bah, c'était un pari risqué, hein, mais... Ah, est-ce que, ouais.
Mais bon, en vrai, qu'est-ce qui restait quoi comme option? Je sais pas, négocier, tu peux toujours, les mecs, ils étaient apeurés, tu peux toujours négocier leur liberté, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Même s'ils avaient tué Bran, on allait les tuer. Donc on allait juste leur dire, bon, ok, si tu veux, on vous échange quelques trucs, on vous donne de l'argent, vous partez, et puis on récupère Bran, quoi. Bref, je pense qu'il y avait énormément de moyens de récupérer Bran, sans risque. Non, mais c'est la vérité. Il a bien joué. Moi, je valide. Je valide l'audace. Ouais. Je valide l'audace. Ça, c'est parce que c'est pas ton frère, c'est pas tu vois, c'est pas le, on l'a dit en plus, je crois, dans le chapitre, hein. Après Robb, c'est lui l'héritier de Winterfell, hein. C'est Bran. Après Robb. Plutôt, après Ned, après Robb. Mais, Ouais. mais en tout cas, il est dans la ligne de succession, hein. Robb décide d'envoyer les têtes des déserteurs de la garde de nuit au mur et de laisser les sauvageons aux charognards. Quant à la sauvageonne, au chat, Robb décide de la ramener à Winterfell afin de l'interroger. Ce qui est marrant dans le chapitre, enfin, la fin de ce chapitre, c'est que, justement, quand, c'est Maître Luwin qui lui propose cette solution de ramener au chat à Winterfell, Bran, il voit un sourire, sur le visage de Robb, donc typiquement que, justement, il avait pas envie d'être cruel, il avait pas envie de tuer une femme, quoi. Robb paraît assez juste, en fait. Ouais, ça fait un peu la galanterie moyenâgeuse, un peu. Ouais, c'est pas de la galanterie, Oui, ouais, la mais pitié, plutôt. Ouais, genre, je vais pas abattre une femme. Je veux pas abattre quelqu'un qui est Bon, si plus ça sans avait été- ressources, hein. Moi, pour moi, si ça avait été un homme, c'était fini. Hein. Ah, tu penses? Ah ouais, genre en mode, s'il vous plaît, machin, allez, ta gueule. Ouais. Ouais, une certaine, mais t'as pas l'impression que justement que chez les sauvageons, la notion d'homme et femme, elle soit Qui a un même rapport, ouais. avec le peuple éduqué, on va dire ça comme ça. La civilisation, un peu plus. Ouais. Enfin, t'as plus l'impression même qu'il y a plus de ressemblance sur le plan des hommes et femmes, sur la distinction homme-femme chez les Dothraki et chez les chevaliers de Westeros que chez les sauvageons, quoi. Chez les Dothraki, ça sert qu'à enfanter, hein, clairement. Bah, tu vois, tu vois que ils sont quand même aux ordres de la Khaleesi, tu vois. Ils la respectent, hein, oui, mais non, mais je veux dire qu'ils ils enverront jamais Daenerys se battre. C'est ça que je veux dire, tu vois. Oui. Il y a un certain semblant de galanterie, je sais pas trop, mais en tout cas, tu vois, de distinction entre le fait d'être un homme et d'être une femme. Ouais, visiblement, en tout cas, elle, la sauvageonne, elle savait quand même un minimum se défendre. Tu vois, quand on voit que les difficultés qu'a Arya à vouloir apprendre à se battre, oui, tu vois. En plus, c'est ce que Ned lui a dit. Hein. Ned il a dit non, vous votre rôle à toi et Sansa, ça sera de prendre un mari et de faire des enfants, quoi. Point. Oui, ton fils sera grand septon, ton fils sera... Voilà, donc il y a une certaine ressemblance avec le sort que Daenerys a. Enfin voilà, on a terminé pour ce chapitre. J'espère que vous avez apprécié nous entendre en parler. Voilà, on fait un peu de la pub, donc si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on a les liens dans la description du podcast. Et si vous voulez nous parler, pareil, par les réseaux sociaux ou par mail. En tout cas, voilà. N'hésitez pas non plus pour les suggestions, ce qu'on peut améliorer, etc. Ouais. On est toujours ouvert aux critiques constructives. Venez pas nous démonter et mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine. À la prochaine.